Échange direct entre le Premier ministre et les ONG et associations de développement intervenant au Burkina Faso. Ce sont des partenaires au développement du Burkina, mais ces ONG ont des préoccupations qu'elles ont présentées au chef du gouvernement. De quoi s'agit-il? La réponse en début de journal. Dans ce journal, nous parlerons politique avec deux parties à la une de l'actualité ce samedi. Il s'agit tout d'abord du mouvement Agir Ensemble dont le président est décrié pour mauvaise gestion par les militants qui demandent sa démission. Du côté de la convergence patriotique pour la renaissance mouvement progressiste, le parti rejoint les rangs du mouvement du peuple pour le progrès. Deux sujets politiques qui vous seront détaillés dans quelques minutes. Dans l'actualité à l'étranger, l'ancien président algérien n'est plus. Abdelaziz Bouteflika, resté au pouvoir pendant 2 décennies, est mort à 84 ans. Dans ce journal, un petit rappel sur sa vie politique. Et puis en sport, Aaron Bibi vient encore de battre un record mondial. Il a réussi à soulever une charge de 229 kg et bat ainsi le record mondial qui était détenu par un luthier. Bonsoir, merci de nous suivre. Partenaires au développement du Burkina Faso, les organisations non gouvernementales ont présenté leurs préoccupations au chef du gouvernement. Les échanges ont eu lieu hier dans le cadre de la journée de concertation État-ONG. Le sujet qui a meublé les discussions est l'accès des jeunes à un emploi décent. Le point des échanges avec Konsun Koulibaly et Draman Datia. Un face-à-face entre le chef du gouvernement et les partenaires au développement, acte 2 de cette journée nationale de concertation 9e édition. Tous préoccupés par l'avenir de la jeunesse burkinabé, toujours marquée par le chômage, malgré les efforts consentis. Organisations non gouvernementales, associations de développement et fondations ont investi plus de 600 milliards de francs CFA dans des projets et programmes de développement entre 2016 et 2020 et près de 300 000 emplois décents créés par le gouvernement sur la même période. Cependant, il existe encore bien de défis à relever pour consolider le développement du Burkina Faso, pour lequel le gouvernement a récemment adopté le nouveau référentiel de développement 2021-2025. Pour y parvenir, le président du Faso, son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, a lancé l'initiative présidentielle en vue de créer 600 000 emplois à l'horizon 2025 au profit des jeunes et des femmes. La journée nationale de concertation 2021 est assortie de recommandations, 13 au total, pour une meilleure coordination des interventions sur le terrain. La situation l'exige. Nous sommes dans un contexte difficile avec beaucoup de personnes déplacées et donc cette question s'est invitée à la table. Nous avons parlé de l'éducation également et de toute notre préoccupation à ce que les parents d'élèves également soient associés. Et nous avons parlé des questions de civisme, de citoyenneté dans notre pays et nous avons parlé également de l'accompagnement par les services gouvernementaux aux ONG sur le terrain dans la collaboration. Complémentarité et synergie d'action entre l'État et les ONG. Tel est l'esprit de la nouvelle feuille de route pour réussir le pari du développement au Burkina Faso. Les relations de coopération entre le Burkina Faso et l'Union européenne se renforcent avec un programme dénommé Team Europa. Lancé en 2020, ce programme a comme acteurs les États membres de l'Union européenne, leurs agences de développement ainsi que la Banque européenne d'investissement. Les domaines d'intervention sont déclinés dans le PNDS 2 selon la présentation qui a été faite jeudi dernier à Ouagadougou. Adama Giti est bienvenue dans ça. L'approche Team Europe, officiellement présentée à Ouagadougou. Cette nouvelle stratégie est développée par l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso et les chefs de mission des États membres. Le gouvernement burkinabé est représenté par le ministre en charge de l'économie et des finances, représenté ici par la ministre déléguée à l'aménagement du territoire. Ce programme mène des actions pour contribuer au développement du Burkina en s'appuyant sur le nouveau plan national de développement économique et social PNDS 2021-2025. Cette Team Europe, qui est une initiative lancée par les États membres de l'Union européenne, nous l'accueillons comme étant une posture nouvelle d'accompagnement, une plus grande solidarité, pour plus donc de mobilisation de ressources, pour plus d'impact
et pour plus de résultats sur le terrain. Les actions menées par la Team Europe interviennent dans les domaines de l'agriculture, de la création de l'emploi, de la santé et de la sécurité. Ce programme s'articule autour de 2 initiatives intitulées l'inclusion pour la stabilité et le Green Deal pour les jeunes. Il y a 2 volets. L'un, c'est l'insertion pour la stabilité, donc plus et des meilleurs services sociaux de base, surtout dans les zones à risque. Et l'autre, c'est un pacte vert pour la jeunesse, donc que la croissance dont le Burkina a besoin pour absorber cette masse de jeunes qui intègrent chaque année le marché de travail, que cette croissance se fasse dans un respect le plus possible de l'environnement et soit le plus durable possible. Lancée en avril 2020 dans le cadre de la riposte de l'Union européenne contre le Covid-19, la Team Europe est un regroupement des pays membres de l'Union européenne présents au Burkina Faso, y compris leurs agences de développement et la Banque européenne d'investissement. Ces pays sont la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Suède, le Danemark et l'Autriche. Autre point de l'actualité ce soir, et nous parlons politique à présent. Il y a un malaise au sein du mouvement Agir Ensemble. Le président Boubacar Diallo, qui avait soutenu la candidature de Kadri Désiré Ouedraogo lors de la présidentielle de 2020, est aujourd'hui accusé de mauvaise gestion. Les militants du Kadiogo exigent sa démission pure et simple. Ils ont animé une conférence de presse ce samedi à Ouagadougou. Le point avec Olopoda. Rien ne va au mouvement Agir Ensemble pour le Burkina Faso. Des militants du Kadiogo sont ici remontés contre le président du parti. La gestion de Boubacar Diallo est décriée. Pour les mécontents, le blocage des activités du parti, la délocalisation sans autre mesure du siège statutaire du parti et ce qu'ils qualifient de gouvernance privée préoccupe. Quelqu'un, vraiment, on ne peut pas travailler avec lui. Pourquoi? C'est ce qu'on a dit, il veut travailler seul, il fait ses mouvements sans aucun de ses collaborateurs. Donc vous avez un parti constitué de beaucoup de structures. Donc on ne peut pas permettre une seule personne de tourner toutes ces gens-là. Donc on n'a plus besoin vraiment de M. Boubacar Diallo comme président du mouvement Agir Ensemble. Mais nous, tous les jours, on est là au moulin au four. Donc nous sommes prêts à aller même parce que ce que Diallo fait, c'est normal. Il a la liberté de faire ce qu'il veut. Imaginez un parti qui veut le pouvoir, qui n'a jamais fait un meeting. Le président du parti a déjà fait un meeting qui le plan de il n'a jamais fait ça, jusqu'à ce qu'il finisse. C'est pas celui. Inquiets de l'avenir du parti, ces militants des arrondissements de la commune de Ouagadougou demandent aux membres statutaires du parti de s'assumer. Ils exigent le renouvellement des organes et instances du parti, l'enjeu étant de préparer avec sérénité les élections municipales à venir. Et pendant ce temps, le mouvement du peuple pour le progrès accueille une fois de plus des militants d'un autre parti. Il s'agit du parti Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste. Lors d'un congrès extraordinaire tenu ce samedi, le CPR-MP annonce sa dissolution et sa fusion avec le parti au pouvoir. Plus de précisions avec Urbain Benito Sommet et Abdelaziz Yagibou. La signature qui acte et matérialise la dissolution et la fusion du parti Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste ou MPP. C'est la conclusion phare qui se dégage de ce deuxième congrès extraordinaire de la CPR-MP. Les raisons de ce choix, les leaders du parti évoquent une convergence d'idéologie. Analysant donc la situation nationale, notamment l'appel qui a été fait par son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, chef de l'État, un appel à l'unisson face aux grands défis que notre pays traverse. Nous avons jugé bon, au regard du fait que nous ayons soutenu sa candidature aux dernières élections, au regard de la convergence idéologique que nous avons avec le mouvement du peuple pour le progrès, nous avons estimé que plutôt que de continuer à exister en tant que parti autonome, alors que nous avons un candidat qui est issu d'un parti donné,
autant intégrer ce parti. Ce choix de la CPR-MP, motivé, disent-ils, par la volonté d'unir les forces et les idées pour vaincre le terrorisme et réussir le pari du développement du Burkina, est salué par le MPP, ici représenté. Ils ont procédé à l'écriture d'une lettre adressée au ministre chargé de l'administration du territoire. Et une deuxième lettre avec signature de tous les responsables de leur parti pour demander leur adhésion au sein du MPP. Ce sont des actes, un symbole très fort de la volonté véritablement d'intégrer le MPP et de mener le combat de développement et du progrès que le MPP a démarré pour accompagner le président Roch Marc Christian Kaboré. Vraiment, ils ont tout notre soutien. En 6 ans de vie, la CPR-MP a vu certains de ses militants rappeler à Dieu, dont l'une de ses têtes pensantes, Jean-Baptiste Natama. Ces défunts ainsi que toutes les victimes du terrorisme ont vu leur mémoire saluée au cours de ce congrès placé sous le thème « La CPR-MP dans le processus de résistance et de résilience du peuple burkinabé ». Du nouveau dans l'univers des mouvements de la société civile au Burkina Faso, le mouvement dénommé Cadre d'action pour la patrie en abrégé CAP a officiellement lancé ses activités hier à Ouagadougou. Ce mouvement se fixe pour objectif de rassembler les jeunes des villes et des campagnes pour contribuer à la défense du territoire national. Et pour y arriver, le CAP entend mener plusieurs activités que nous présentent Adama Giti et Oumou Sissé. Ils veulent contribuer de manière citoyenne à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Eux, ce sont les jeunes du cadre d'action pour la patrie CAP. Un mouvement né ce vendredi 17 septembre avec pour vision la contribution citoyenne à la défense de la patrie et à la paix. Si les jeunes décident de se mettre ensemble pour aussi faire passer les idées, pour aussi participer donc au débat public, c'est même bien, nous allons entreprendre donc des débats sur la gouvernance de notre pays. Nous allons nous prononcer. Nous allons aussi participer à la sensibilisation aux besoins sur un certain nombre d'actions qu'il faut pour mettre notre pays en paix. À ce lancement de ces activités, le CAP mène la réflexion sur l'engagement politique pour une participation active de la jeunesse à la défense de la patrie et au développement harmonieux du Burkina Faso. C'est de prendre conscience qu'on n'a qu'un seul pays qui s'appelle le Burkina Faso. C'est de prendre conscience que ceux qui portent la tenue et qui portent les armes au front sont des jeunes burkinabés également. C'est de faire savoir que ceux qui sont au front, que leur sang qui coule au front, c'est pour que nous puissions vaquer allègrement à nos occupations. C'est de savoir les encourager. C'est aussi avoir aussi le courage de nous investir. Cette rencontre est mise à profit pour lancer un appel aux acteurs politiques de tous bords à l'union des forces pour combattre les ennemis du Burkina Faso. Mention spéciale est également faite aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie. Et pour renforcer la lutte contre le terrorisme et les autres formes d'insécurité, il faut aussi compter sur ces 748 sous-officiers de gendarmerie. Ils constituent la 47e promotion de la gendarmerie nationale, désormais prête à se déployer sur le terrain après 2 années de formation. Les nouveaux gendarmes ont reçu leurs épaulettes hier au camp Ouisin Koulibaly de Bobo Dioulasso. Les temps forts de la cérémonie avec Mané Kayen et Ali Traori. Cette démonstration de ces forces de défense et de sécurité symbolise les connaissances militaires apprises. Après 2 ans de formation, la 47e promotion des sous-officiers de la gendarmerie reçoit aujourd'hui ses épaulettes de maréchal des logis. Un acte qui marque une nouvelle étape dans la vie de ces nouveaux gendarmes. Aujourd'hui, nous sommes pétris de connaissances et nous promettons en tout cas au commandement que nous sommes désormais disponibles et que nous allons mettre en pratique ces valeurs qui nous ont été inculquées ici. Les choses n'ont pas été faciles. On a été soumis à des exercices avec les garçons et dans le cadre de la formation de la 47e promotion. On était donc contraints de subir, de s'armer de courage afin de faire honneur aux filles en bravant ces parties de la formation. Patriotisme, c'est le nom de baptême de cette promotion. Un nom qui doit pousser ces 748 gendarmes, dont 25 filles, à se surpasser pour venir à bout du phénomène de terrorisme et de l'extrémisme violent. Je voudrais ici féliciter les instructeurs, les formateurs, le personnel d'encadrement qui a travaillé d'arrache-pied pour former des hommes combatifs, déterminés, patriotes comme l'indique le nom de la promotion,
patriotisme et qui ici nous ont dit haut et fort leur détermination à s'engager dans la lutte. Nous invitons ces 748 jeunes à s'intégrer vite dans la population et à toujours avoir pour repère et pour destination le bien-être du citoyen. Le bien-être du citoyen, voilà ce qui devrait accompagner désormais ces 748 sous-officiers de la gendarmerie sur le terrain. Et c'est avec brio qu'ils comptent relever ces défis. À Bobo-Dioulasso, tout comme à Ouagadougou et dans les autres communes du Burkina Faso, des insuffisances sont notées dans le domaine de la décentralisation. En réponse à les élus locaux de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou pensent déjà à une réforme des communes à statut particulier. Ils en ont discuté hier au cours d'une rencontre initiée dans un contexte de relecture du Code général des collectivités territoriales. Gérard Sommet est bienvenu dans ça. Entré dans sa troisième phase depuis 2018, le processus de décentralisation au Burkina Faso comporte des insuffisances, déclaration de ses élus locaux issus des 19 arrondissements de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Comment réformer les communes à statut particulier et favoriser du même coup une autonomisation des arrondissements? C'est la réflexion que mènent ces acteurs. Du code actuel des collectivités territoriales, il y a des insuffisances dans la réglementation de communes à statut particulier qui gagnerait à être revue. Parce que cette réglementation contient des législations inachevées sur le statut des arrondissements. Ces échanges se tiennent à un moment où le Code général des collectivités est en cours de relecture et ces acteurs disent vouloir apporter leur touche par ce cadre de concertation. Le schéma d'organisation que nous voulons proposer a été confié à des experts qui ont fait leur étude en s'appuyant sur l'expérience de plusieurs villes de référence à travers le monde. Il résulte de cette étude qu'il est nécessaire de réformer la commune à statut particulier dans le but de renforcer la coordination et l'efficacité inter- et intra-territoriale. C'est une contribution à la réforme de la commune à statut particulier, non seulement pour les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, mais pour celles qui sont appelées à accéder à ce statut. Pour ces responsables de structures décentralisées, le Code général des collectivités territoriales dans sa forme actuelle est source de conflits de compétences entre les maires de communes et ceux d'arrondissement, pour ne citer que ceux-là. Le 16 septembre dernier, la direction générale de la Société burkinabé de télédiffusion a tenu une rencontre avec les éditeurs de presse télévisuelle. Principaux sujets abordés, le plan stratégique de développement 2022-2026 de la SBT et l'état des créances à recouvrer au titre de l'année 2020. Ces créances s'élèvent à près de 994 millions de francs CFA et la SBT d'inviter les principaux concernés à solder leurs dettes. Roger Kam et Oumou Sissi. Environ 1 milliard de francs CFA, c'est le montant à recouvrer par la Société burkinabé de télédiffusion SBT auprès des éditeurs de Presse TV. Des créances au titre de l'exercice 2020 et 2021. Une situation qui porte un coup au bon fonctionnement de la SBT. Invite est donc faite aux éditeurs d'honorer leurs engagements. Pour l'instant, il y a un manque à gagner. La SBT a besoin de fonctionner. Mais je dis encore, mais nous restons toujours à l'écoute. Au regard donc des préoccupations qui sont posées, nous allons trouver la meilleure formule pour que chaque entité puisse fonctionner normalement. Des préoccupations qui se résument au montant que les éditeurs de Presse TV doivent payer à la SBT. Un montant qui s'élève à 75 millions de francs CFA hors taxes et environ 80 millions de francs CFA TTC. Des solutions sont ici proposées pour améliorer le modèle économique de la nationale de la télédiffusion. Même si on demandait la contribution ne serait-ce que de 500 francs aux téléspectateurs qui ont des images de meilleure qualité à travers ce bouquet, ne serait-ce que 500 francs, cela permettrait à la SBT de couvrir largement ses charges annuelles et de moins peser. Parce que les chaînes de télévision, ou du moins les éditeurs que nous sommes, ne sont pas non plus en train de demander la gratuité. On dit simplement de pouvoir réduire les tarifs de sorte à ce que ce soit
mieux supportable par nous. Pour cela, des plaidoyers seront menés par les éditeurs de presse TV à un niveau supérieur pour demander la diminution des tarifs fixés par le ministère de la Communication. À cette rencontre, le plan stratégique de développement 2022-2026 a été présenté. Bientôt, un projet de connectivité urbaine à très haut débit pour 3 grandes villes du Burkina Faso. Une étude relative a déjà été réalisée et présentée au cours d'une cérémonie tenue hier à Ouagadougou. Et c'est un projet porté par le ministère de l'économie numérique, des postes et de la transformation digitale. Plus d'explications avec Adama Giti et Draman Guinée. C'est un grand chantier qu'engage le ministère de l'économie numérique ici au cours de cet atelier. L'étude est lancée pour dresser un chemin directeur d'aménagement numérique pour une couverture Internet très haut débit des villes du Burkina. Après le backbone dirigé vers les opérateurs de téléphonie, le ministère s'intéresse au client final avec de l'Internet très fluide. C'est-à-dire la fibre à domicile et aussi dans tous les centres administratifs, économiques, sociaux. Nous avons des ambitions pour que tous ces centres où il y a besoin d'avoir une grosse connectivité, il puisse y avoir un accès en fibre optique. Et nous avons des ambitions aussi pour la population. Nous voulons que d'ici, en tout cas 2025-2030, on puisse avoir une grande partie de Ouagadougou, de Bobo et de Koudougou qui sont les villes objets de la première étude. Et ensuite, petit à petit, des autres chefs-lieux de région qu'on puisse avoir leur couverture. Pour mener à bien le projet, le ministère de l'économie numérique se lance un autre défi, celui de la réalisation des infrastructures intégrées. Partout on creuse. Voilà. Les opérateurs de téléphonie mobile, ils creusent pour enterrer des câbles fibre optique. Vous avez l'ONEA qui creuse, vous avez la Sonabel qui creuse. Lorsqu'on veut bitumer des routes, on creuse pour faire des caniveaux. Donc il faut organiser un peu tout cela. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas, lorsqu'il y a des travaux d'intérêt public, de faire les réservations pour tous les acteurs à la fois? L'échéance est donnée pour 2030. Les villes témoins auront leur très haut débit pour le consommateur final. Cet atelier va aussi définir des zones attractives et créer des conditions alléchantes pour les moins attractives. Et pendant ce temps, l'opérateur de téléphonie mobile Orange a tenu le pari de la 11e édition du prix Orange pour l'entrepreneuriat social Afrique et Moyen-Orient. Au niveau du Burkina Faso, 3 candidats sont retenus pour participer au Grand Prix international Orange de l'entrepreneur social. Ce prix a été initié pour favoriser le développement des entreprises qui utilisent les TIC pour répondre aux besoins des populations. Nous découvrons les lauréats avec Nongba Kouda et bienvenue Tansa. Le prix de l'entrepreneur social Afrique-Moyen-Orient livre ses résultats au plan national. Face à 10 concurrents, Cédric Kabouré occupe la première place avec son projet ZIM. Un projet qui ambitionne solutionner le manque de sang grâce à une plateforme numérique. ZIM, c'est une plateforme destinée aux dons de sang, donc qui permettra de mettre en relation des personnes dans le besoin avec de potentiels donneurs compatis, géolocalisés à proximité. C'est également l'établissement de cartes vitales pour notre population qui pourra donner en fait des informations utiles en cas d'urgence. Porté depuis 2011 par l'opérateur de téléphonie mobile Orange, le prix Orange de l'entrepreneur social Afrique-Moyen-Orient encourage le développement des entreprises et start-up qui utilisent les technologies de l'information et de la communication pour améliorer le quotidien des populations. C'est un concours annuel qui va éclore des jeunes entrepreneurs. L'année dernière, on a eu la chance d'avoir parmi nos nominés au niveau du Burkina Faso 2 qui ont été primés à l'international. C'est des personnes que nous accompagnons et qui ont déjà vu leur projet se réaliser. Ils sont vraiment en pépinière. Une fois sélectionnés, nous les accompagnons entièrement. 2 projets proposent des solutions technologiques pour améliorer les conditions de vie des femmes. Les porteuses reçoivent ici le prix spécial féminin. À l'issue de cette phase, 3 candidats sont retenus pour participer au Grand Prix international Orange de l'entrepreneuriat social Afrique-Moyen-Orient. La compétition prévue en novembre prochain en Afrique du Sud va réunir les challengers de 17 pays. Pour le prix féminin, il y avait également le critère est-ce que ce prix avait un impact
sur la vie des femmes ou est-ce que ce projet était porté par des femmes? Le pari de l'organisation au plan national est réussi et Orange Burkina s'en félicite. En complément des lots remis aux concours nationaux et de l'aide financière qui sera versée aux 3 gagnants du Grand Prix international, ces 3 derniers bénéficieront d'un accompagnement de 6 mois par les professionnels de l'entrepreneuriat et des TIC. Dans l'actualité également, la société Shell a lancé un nouveau type de carburant dans ses stations-service, de l'essence et du gasoil qui protège mieux les moteurs de véhicules et qui émettent moins de gaz nuisibles à l'environnement. Voici les caractéristiques de ce nouveau produit de Shell dont le lancement est intervenu hier à Ouagadougou. Présentation avec Gérard Sommet et Abdelaziz Yagibou. Dans les stations-service Shell, la clientèle a désormais la possibilité de s'approvisionner en carburant ici présentés comme ceux de dernière génération. Des nouveaux carburants dotés de la technologie Dynaflex, dont les noms commerciaux sont Shell Fuel Save Super et Shell Fuel Save Gasoil. Officiellement lancé par Vivo Energy, société de distribution et de commercialisation des carburants et lubrifiants de marque Shell, ces produits présentent selon les promoteurs plusieurs avantages. C'est un produit de dernière génération qui s'adapte à l'ensemble des voitures, que ce soit les voitures de technologie récente comme les voitures de technologie ancienne ou traditionnelle, comme on peut l'interpréter. Donc c'est un produit qui apporte plus d'économie pour le consommateur, plus d'entretien pour les véhicules et une utilisation dans la durée pour l'ensemble des grands exploitants que sont les miniers, les industriels et les entreprises de construction. Cette dynamique de Vivo Energy et Shell à offrir à leurs clients les dernières technologies en matière de carburant vient en appui à la politique gouvernementale de promotion de l'énergie verte. Nous accueillons avec un grand plaisir, une grande fierté ce nouveau produit qui de manière certaine contribuera à améliorer nos moteurs et joue sur l'écosystème du Burkina. Notre département compte accompagner ce produit qui apporte une plus-value à l'entretien de nos moteurs et à l'économie du Burkina. À la pleine satisfaction de leur clientèle et partenaires ici représentés, Vivo Energy et Shell disent poursuivre la recherche en vue de mettre au point dans les années à venir d'autres produits plus novateurs, plus compétitifs et plus avantageux. Ce nouveau produit de Shell vient au bon moment puisqu'il est lancé au moment où la question de la protection de la couche d'ozone est d'actualité. Une journée internationale y est même consacrée et c'est la date du 16 septembre, célébrée cette année autour du protocole de Montréal. Dans le cadre de cette journée, il a été lancé le projet ROCA, comprenez par là refroidissement de l'ozone et du climat en Afrique de l'Ouest et centrale. Hubert Benito Sommet, Ismaël Adiloma Sirima. Des autorités invitées à opter désormais pour des réfrigérants naturels pour leurs congélateurs et réfrigérateurs. Ces réfrigérants naturels fonctionnent également dans les climatiseurs pour les maisons comme pour les véhicules. C'est un appel à réduire les émissions de gaz à effet de serre en ce 16 septembre, Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Au Burkina, l'idée est portée par le projet ROCA. Le projet ROCA, en fait, se veut une solution pour la transition vers un refroidissement respectueux du climat et de l'ozone. En ce sens que nous aurons une transition pour l'utilisation de réfrigérants, qui sont les substances qui sont utilisées dans la production du froid, qui sont donc respectueux du climat, en ce sens qu'ils ne contribueront pas au réchauffement climatique. À travers le projet, on veut appuyer le gouvernement dans l'identification et aussi surtout la sensibilisation, la promotion d'autres produits qui sont moins nocifs ou neutres par rapport au changement climatique. Le projet ROCA veut établir une situation de référence de la demande de froid au Burkina avant d'amener les décideurs à adopter des textes réglementaires. Il est également prévu des formations ainsi que le renforcement des technologies. Et en dernier lieu, c'est sur le développement des projets pilotes. Et à ce niveau, effectivement, nous attendons identifier des projets d'atténuation au changement climatique avec l'appui du ministère de l'Environnement. Le projet ROCA touche le Cameroun, le Sénégal, le Mali et le Burkina. Une enveloppe de plus de 4 milliards de francs CFA est allouée à cet effet.
Dans l'actualité également, la renaissance de l'Institut des peuples noirs est en bonne marche. Le projet de réhabilitation a fait l'objet d'une rencontre qui s'est tenue hier à Ouagadougou à l'initiative du secrétariat technique de l'IPN et du ministère en charge de la culture. Les différents acteurs ont été appelés à faire des propositions dans le sens d'une véritable relance de l'IPN. Konsun Koulibaly et Amadou Marcel Tou. Le ministère de la Culture vers une réhabilitation concrète de l'Institut des peuples noirs. Entamé en 2020 avec la création d'un secrétariat technique sur initiative du président du Faso, le processus de renaissance de l'IPN prend de plus en plus forme avec la présente rencontre nationale. Cela nous permet aujourd'hui de remettre au centre de nos préoccupations qui a été justement l'engagement ferme du président du Faso de voir renaître l'IPN de ses cendres. Et c'est pour cela que nous nous sommes donc retrouvés aujourd'hui pour réhabiliter cet instrument et l'utiliser de sorte à remettre au centre la réhabilitation de l'identité noire. Ils sont pour la majorité acteurs culturels, artistes et trésors humains vivants. Leur implication est attendue pour davantage magnifier la contribution des Noirs à l'humanité. On a demandé à chaque État de travailler à cette renaissance. Et comme il y avait un outil qui existait, qui juridiquement n'est pas encore mort, alors le chef de l'État a décidé de réactiver cet outil-là et de mobiliser, parce que par le passé, c'est la mobilisation qui a fait défaut et voilà, l'outil est resté végétatif. Il y a des pays qui voulaient même représenter l'IPN. Comment il se fait qu'ici, au niveau du Burkina Faso, nous ayons enterré l'IPN? Donc c'est pour dire, je salue beaucoup cette idée du chef de l'État de ressusciter l'IPN, si je puis parler ainsi, parce que ça s'impose. Ça s'impose parce que nous avons des valeurs. L'Institut des peuples noirs a été pensé en 1986 à l'initiative du président Thomas Sankara. Sa mission principale, la dotation des peuples noirs d'un cadre d'échange tout en contribuant à l'émergence de nouvelles consciences dans le monde noir. La 4e Assemblée générale de l'Association des retraités de la communication et de l'information du Burkina Faso s'est tenue ce samedi à Ouagadougou. Au menu, le bilan des activités et le renouvellement du bureau de cette association. Des acquis ont été engrangés, mais d'autres défis attendent le nouveau bureau composé de 6 membres. Urbain Benito Somé et Oumou Sissé. Il s'était engagé à écrire une belle histoire de l'Association des retraités de la communication et de l'information du Burkina Faso, ARCBF. C'était il y a 3 ans. Jean-Baptiste Ilboudo et son équipe sont aujourd'hui face aux membres de l'ARCI pour rendre compte de leur gestion. En 3 ans d'exercice, l'équipe de Jean-Baptiste Ilboudo aura œuvré au renforcement de la solidarité et de la cohésion entre les membres. Nous avons pu aussi rendre visite aux retraités malades. Qu'ils soient membres de l'ARCI ou pas, nous avons pu aussi nous rendre visite. Nous avons pu également nous associer lorsqu'il y a un événement heureux. Autre motif de satisfaction, c'est la publication d'un livre intitulé Parcours, souvenirs et témoignages de pionniers. Un ouvrage qui donne une leçon de vie professionnelle pour la jeune génération. Que pour vous, la jeune génération, vous sachez qu'il y a eu des exemples qui peuvent vous inspirer. Par exemple, des gens qui se consacrent au travail. Et rien que le travail et qui se sont donnés corps et âme pour la profession. Les résultats qui méritent d'être consolidés laissent entendre Jean-Baptiste Ilboudo qui estime qu'il est temps qu'une autre équipe dirigeante soit portée à la tête de l'ARCI. Et aux dernières nouvelles, c'est une équipe de 6 membres avec à sa tête Soumaïla Bassolé qui a été désignée au terme de cette 4e Assemblée générale. Actualité à l'étranger, il aura dirigé l'Algérie pendant 20 ans. Abdelaziz Bouteflika est décédé à l'âge de 84 ans. L'on se rappelle encore qu'en 2019, il avait été forcé par la rue à renoncer à un 5e mandat. Lorsqu'il accède au pouvoir en 1999, Abdelaziz Bouteflika fait renaître l'espoir au sein de la population algérienne. Le pays est alors éprouvé par près d'une décennie de guerre civile. Bilan des violences entre islamistes et forces de sécurité, 150 000 morts.
candidat de l'armée est seul en lice après le désistement de ses adversaires qui dénoncent des fraudes à la veille du scrutin. Abdelaziz Bouteflika prend les rênes d'un pays déchiré. Le moment est venu d'arrêter la casse, d'arrêter les frais. La majorité du peuple algérien, dans tous les clans et toutes sensibilités confondues, a assez de bon sens pour comprendre que suffisamment de mal a été fait à notre pays. Le président algérien se présente comme un artisan de la paix. Il est réélu en 2004 et poursuit son entreprise de pacification en offrant le pardon aux islamistes encore dans le maquis, un choix politique que dénoncent ses opposants. Cette image de garant de la stabilité, Abdelaziz Bouteflika la cultive auprès de ses homologues étrangers. Pour rester parmi les puissants, il modifie la constitution, ce qui lui permet de briguer un troisième mandat. Il rencontre peu de résistance dans un pays toujours tétanisé par le souvenir de ces années de plomb. Réélu, ses opposants dénoncent la confiscation du pouvoir par le chef de l'État, malgré une santé déjà défaillante. Victime d'un AVC en 2013, le président est réélu pour un 4e mandat l'année suivante, mais ses apparitions publiques sont de plus en plus rares. Dans un pays miné par la corruption et le chômage, beaucoup le disent inapte à gouverner. Le 10 février 2019, il confirme sa candidature et brigue un 5e mandat. La goutte de trop pour les manifestants algériens qui descendent par dizaines de milliers dans la rue. La première fois depuis une vingtaine d'années qu'une mobilisation prend une telle ampleur en Algérie. Sous pression, après plus de 5 semaines de contestation, l'ancien chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, finit par lâcher celui qu'il avait promu. Abdelaziz Bouteflika est contraint de démissionner. En sport, c'est encore un nouveau record pour notre compatriote Iron Bibi. L'homme le plus fort du monde a battu le record du World Strongest Long Lifter. Cela s'est passé ce soir même à Glasgow, en Écosse. Iron Bibi a soulevé une charge de 229 kg, un record jusque-là détenu par le lituanien Zydrunas Savickas. Je vous invite à suivre l'ambiance de cet exploit. Félicitations aux champions burkinabés. Retour au Burkina Faso pour le dossier de cette édition consacrée à l'Institut des sciences du sport et du développement humain. Créé en 1978, elle a pour vocation de former des cadres et des techniciens de sport. Une vocation noble, mais les conditions de l'Institut laissent à désirer et nécessitent une rénovation. Constat avec Consul Koulibaly et Christelle Dabré, Paris. De l'envers au décor, l'Institut des sciences du sport et du développement humain ISSDH, ancien Institut national de la jeunesse et de l'éducation physique et des sports INJEPS, ne fait que perdre de sa superbe. Les plus nostalgiques s'en souviennent. J'ai connu l'INJEPS comme élève. J'étais donc en classe de 4e au Songtaba. Donc ça a été donc notre ère de sport. Tout de même, c'est vrai que là déjà, le terrain, il était déjà en meilleur état. Et il y avait des infrastructures là qui étaient même très bien structurées avec des grillages qui avaient vraiment donc donné un air beaucoup plus sérieux, en tout cas à l'espace. D'emblée, ça au moins, on constate déjà qu'il y a eu une très forte dégradation. Même si, parallèlement, il y a eu une évolution parce que certains bâtiments, on voit donc quelques bâtiments administratifs qui ont été érigés. L'ex-INJEPS a ouvert ses portes en 1978. Devenu ISSDH grâce à son universitarisation en 2015, il a changé de nom et de statut et relève désormais de l'université professeur Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Force est de constater que pour le moment, ces changements administratifs n'ont pas encore d'effet sur l'aspect physique. La cour est vaste, mais ce n'est pas éclairé. Ce n'est pas éclairé vraiment. Bon, c'est laissé à un chacun qui rentre, il fait ce qu'il veut et puis il repart. Voilà. Sinon, franchement, c'est pas. Vu un institut comme ça qui est vraiment grand, normalement, il devrait avoir l'éclairage. Outre ces aspects, de nombreuses commodités lui font défaut. Il y a une piscine qui manque. Donc, pour nos cours de natation, l'institut est obligé de faire la location d'une piscine en ville où nous nous déplaçons pour faire les cours de natation là-bas. Voilà. Et il manque aussi
de salles de musculation. Les matériels qui sont là ne sont pas adéquats, ne sont pas au nombre. Donc ce sont des insuffisances que nous relevons, mais on fait avec en attendant le meilleur. Conscient de ces manquements, le ministère de tutelle entend lui donner un nouveau visage. Ce n'est pas seulement les lampadaires, regardez le plafond qui chouette, il y a tout un ensemble de travail à faire. Il faut dire qu'on est dans une situation de duplicité. C'est-à-dire qu'actuellement, l'ISDH relève du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Mais c'est quand même l'institut du ministère des Sports. Nous travaillons avec le ministre Al-Kassoum pour pouvoir trouver comment on va ensemble travailler à gérer et à remettre au niveau de l'ensemble de ces infrastructures. Ce n'est pas seulement les infrastructures. Même la cour, là, quand je rentre ici, chaque fois j'ai un pincement au cœur. Depuis la fermeture du stade du 4 août pour rénovation, l'ISDH est devenu le centre de convergence des sportifs. Le développement du sport passe aussi par la qualité des infrastructures et la formation des cadres et techniciens. Vivement donc une opération Manamana et un relooking de l'Institut pour la quiétude des étudiants et des usagers. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. L'édition de 23h vous sera présentée par Issa Kanana. Très belle soirée de samedi et merci de votre fidélité à la RTB.